Bonjour. Hier soir, je suis passé au journal télévisé de la RTBF au nom du CNCD 1111 pour apporter notre éclairage sur l'accord de libre-échange entre l'Union européenne, la Colombie, le Pérou et l'Équateur. Je dis la chance parce que c'est vraiment précieux d'avoir en Belgique des médias qui donnent la parole à des organisations de la société civile comme la nôtre. Et pourtant, c'est toujours un peu frustrant, forcément, quand on passe des années à travailler sur un sujet, des heures à préparer une interview et 10 minutes à répondre à des questions d'un journaliste, que forcément, à la fin, dans le journal télévisé, il reste que quelques secondes. Et donc, j'avais envie de partager le reste de ce que j'avais préparé pour cette interview dans cette vidéo. Alors, le journaliste m'a demandé d'en dire un peu plus sur ce traité entre l'Union européenne, la Colombie, le Pérou et l'Équateur et les impacts qu'il engendre déjà sur le terrain. Alors, bien sûr, il faut tout de suite préciser que c'est un traité qui a pas mal de différences substantielles avec le fameux CETA, l'accord avec le Canada, dont on a beaucoup entendu parler en Belgique. Mais néanmoins, c'est un traité qui répond à la même logique. C'est un traité qui est déjà en application provisoire depuis maintenant 5 ans en Colombie et au Pérou. Et on constate déjà, malheureusement, les effets dommageables sur le terrain, d'où la nécessité au minimum de le corriger avant de le ratifier et qu'il entre en vigueur de façon définitive. Alors quand je dis qu'il est différent du CETA, c'est notamment parce que c'est un traité avec des pays dits en développement. Ça pose des questions spécifiques qui ne se posaient pas dans le cas du CETA, du fait de cette asymétrie entre les niveaux de développement. Son texte ne reprend pas intégralement les mêmes dispositions que dans le CETA, mais néanmoins, il n'en fait pas moins 2400 pages là où le CETA en faisait 1600. Et surtout, il répond, comme je le disais, à la même logique de fond que le CETA. C'est un traité négocié dans la plus grande opacité. Pour donner un exemple, aucun Parlement ne s'est prononcé au début des négociations sur le mandat de négociation qui a été donné à la Commission européenne. Et c'est pour ça, justement, que maintenant, en bout de course, quand le Parlement est consulté, il faut qu'il s'exprime. C'est un traité qui répond d'abord aux intérêts des grands acteurs économiques transnationaux et leurs milliers de lobbyistes à Bruxelles qui veulent conquérir toujours plus de marchés. Et en ça, il répond à la même logique de fond que le CETA. Les représentants des travailleurs, les petits agriculteurs, les PME, les défenseurs des droits humains et de l'environnement n'ont pas participé à sa négociation. Et c'est pour ça que le résultat du traité, forcément, ne défend pas leurs intérêts. Et c'est quelque chose qu'on constate déjà sur le terrain, puisque l'accord est déjà en application depuis tout juste 5 ans, et que ses impacts ne sont pas favorables à tous les acteurs que j'ai cités et à l'intérêt général. Les pays en développement, Colombie, Pérou, Équateur, connaissent depuis 5 ans une évolution défavorable de leur balance commerciale, en particulier la Colombie, une dépendance accrue aux exportations de matières premières et brutes, en grande partie des exportations de minerais, de charbon, de pétrole, d'huile de palme. Et dans le même temps, on voit une baisse d'exportation dans une série de secteurs industriels intensifs en emploi. C'est ce qu'on appelle la reprimarisation de cette économie, qui se retrouve piégée dans un rôle d'exportateur de matières premières et brutes, et donc avec très peu de marge de manœuvre pour s'industrialiser, pour progresser sur la voie d'un développement créateur d'emplois et de bonheur partagé. On voit aussi une augmentation des cas d'accaparement des terres en Colombie, des déplacements massifs de population, notamment de petits agriculteurs. La Colombie est malheureusement célèbre pour la violation massive des droits syndicaux. Elle détient, en tout cas elle a détenu pendant de nombreuses années, le triste record du nombre de syndicalistes assassinés, qui se compte en dizaines chaque année. Et si ce chiffre est légèrement en recul ces dernières années, ce sont malheureusement les assassinats de défenseurs des droits humains qui sont en recrudescence. Amnesty International en a dénombré 75 en 2016. Au Pérou aussi, on constate que les dispositions sur le travail et sur le développement durable dans le traité ne sont simplement pas respectées. Le CNCD 1111 fait partie d'un consortium d'organisations péruviennes et européennes qui ont formulé une plainte auprès des autorités européennes quant au non-respect de ces dispositions dans le chapitre développement durable de l'accord de commerce. En effet, cet accord prévoit que les pays viseront un haut niveau de protection du travail et de l'environnement. Malheureusement, sur le terrain au Pérou, c'est tout le contraire qui se passe. De nombreuses violations des conventions de l'Organisation internationale du travail sont constatées. Il n'y a par exemple que 105 inspecteurs du travail alors que l'OIT évalue le besoin à 2000. Les lois environnementales sont affaiblies avec la justification explicite de la part des autorités que ça promouvra les investissements étrangers. Tout ça est contraire
à l'accord lui-même. La Commission européenne a été invitée au Parlement wallon cette semaine pour expliquer comment elle allait traiter cette plainte de la société civile. Et c'est une excellente initiative de la part des députés d'avoir invité la Commission, qui, d'après ce qu'elle a dit en commission au Parlement, semble s'activer, mais il transparaît assez clairement de ses propos qu'elle improvise un petit peu face à cette plainte qui est une première dans l'histoire de la politique commerciale européenne, justement parce que le traité lui-même ne prévoit en réalité pas vraiment de mécanisme pour traiter les plaintes, pour mener des enquêtes de manière indépendante ou pour remédier effectivement sur le terrain aux violations qui sont constatées. Il serait donc utile peut-être d'attendre le résultat de cette enquête ou de cette plainte avant toute décision sur la ratification pour identifier comment exactement doit être renforcé l'accord sur ce point pour permettre effectivement de mettre le commerce au service de l'intérêt général et du développement durable. Le journaliste m'a également demandé si quelque part intervenir maintenant alors que l'accord est déjà en application, ce n'est pas arrivé un petit peu trop tard. Malheureusement, ce qu'on peut répondre, c'est que les députés wallons interviennent en fin de processus parce que c'est à ce moment-là qu'on leur demande leur avis, en fait. Il n'y a aucun moment pendant tout le processus des négociations qui a commencé déjà en 2009 où on a demandé l'avis des parlementaires wallons sur le mandat de négociation, sur les documents de négociation en cours de travail. Et donc, ils se prononcent là au moment où on leur demande leur avis pour la première fois. Et c'est bien ça qui est problématique avec ces accords. On consulte les parlements seulement en bout de course, 10 ans après l'octroi du mandat. C'est pour ça que c'est seulement maintenant que le Parlement wallon aura l'occasion de s'exprimer. Les ambassadeurs des 3 pays concernés, Pérou, Colombie, Équateur, sont venus au Parlement wallon demander avec insistance aux Wallons de ratifier l'accord. Au nom de quoi est-ce qu'on ratifierait un accord qui ne respecte pas les balises que le Parlement wallon s'est lui-même imposées à partir du moment où il y a une demande des pays, des gouvernements des pays concernés, pourquoi ne pas leur répondre qu'on attend quelque chose en retour en termes de respect des balises. Et justement, ces nouvelles balises adoptées par le Parlement wallon mercredi dernier, concernant les accords commerciaux, ça a fait couler beaucoup d'encre. On a entendu que certains disaient, parlaient de retournement de veste, d'autres disaient que ce sont de bonnes balises. La réalité, c'est que il y a des éléments intéressants dans ces balises, dans cette nouvelle résolution, et certains en tout cas vont dans le bon sens, et surtout ces balises ne seront utiles que si le Parlement utilise ces leviers pour les faire respecter. Un premier test sera justement sur l'accord de commerce entre l'Union européenne, la Colombie, le Pérou et l'Équateur, qui est en contradiction avec les balises du Parlement wallon. Par exemple, les balises prévoient que le chapitre développement durable doit être assorti de mesures dissuasives et de mécanismes de plainte et d'enquête, et cela ne se retrouve pas dans cet accord avec la Colombie, le Pérou et l'Équateur. C'est même l'inverse, en fait, si on lit le traité, on voit à l'article 285 que le chapitre du traité qui concerne le développement durable, l'environnement, les droits des travailleurs est explicitement exclu du mécanisme de sanction qui couvre tout le reste de l'accord commercial. Le message est clair, les disciplines commerciales c'est du sérieux, et par contre le travail, l'environnement, on peut en parler, mais c'est juste pour décorer, apparemment. Et pourtant, l'expérience du CETA a démontré que si le Parlement wallon conditionne son assentiment au respect de ces balises, il peut obtenir des avancées, au moins sur certaines de ces balises. C'est pourquoi le CNCD 1111 et une large coalition de la société civile, les mutuelles, les syndicats, les ONG, ont appelé les députés wallons à ne pas ratifier en l'état ni ce traité, ni tous les suivants, tant qu'ils ne respectent pas les balises. On peut citer d'autres balises que cet accord ne respecte pas, que ce soit la lutte contre le blanchiment d'argent ou la fraude fiscale, ou encore la garantie des intérêts du monde agricole. Il y a donc pas mal de travail à faire pour mettre ce traité en conformité. Il semble y avoir une nouvelle polémique entre les différents partis politiques représentés au Parlement wallon sur est-ce que certains se réveillent un peu tard, est-ce qu'ils auraient pu agir plus tôt. Alors d'une part, vu à quel point le processus de négociation est opaque, comme dans le cas du CETA, c'est un peu inévitable de devoir intervenir tard dans le processus. Pendant 4 ans de négociations secrètes, quand on essayait de soulever des questions, la réponse de la Commission européenne c'était « on est en train de négocier, le texte est secret, donc vous n'avez rien à dire puisque vous ne savez pas de quoi vous parlez ». Et puis à la fin du processus, on nous propose un traité de 2400 pages à prendre ou à laisser. On ne pourrait dire que oui ou non. Alors si c'est que oui ou non, alors c'est non, en tout cas tant qu'il n'y a pas des améliorations. Et c'est vrai que
Ça met du temps de sensibiliser sur ces sujets complexes, y compris de sensibiliser les élus, mais l'essentiel c'est qu'aujourd'hui, enfin, il y a une prise de conscience et qu'on avance. Du côté de la société civile, ça fait des années qu'on lance l'alerte sur des traités comme celui-ci. En 2011, par exemple, on avait envoyé avec les syndicats et les ONG un courrier déjà au gouvernement belge pour dire de ne pas signer ce traité en l'état. Malheureusement, ça n'a pas été entendu à l'époque, mais mieux vaut tard que jamais. Tous les partis qui sont passés dans des exécutifs en Belgique depuis des décennies ont signé et ratifié des textes comme celui-ci, les yeux fermés, à tour de bras, jusqu'au jour où progressivement, les uns après les autres, ils ont commencé à écouter la société civile. L'épisode 7 en 2016, bien sûr, a été un moment marquant dans ce cheminement, et comme le titrait le soir lors de l'épilogue de cet épisode 7 en 2016, il y aura un avant et un après CETA. Et ça, j'espère qu'aucun élu en Belgique ne le renie. Et alors, qu'est-ce que c'est l'après CETA? Après ce feuilleton CETA, on ne peut pas revenir au business as usual, ratifier les yeux fermés sans même essayer de faire respecter les balises. Bien sûr, tous les partis impliqués dans tous les exécutifs en juin 2012, lors de la signature du traité, auraient déjà dû dire quelque chose. Dommage qu'il ne l'ait pas fait, mais aujourd'hui, on leur demande à nouveau leur avis, et pour la première fois au niveau parlementaire, ce qui est quand même un peu plus transparent qu'au niveau gouvernemental. Et en plus, aujourd'hui, on a 5 ans de recul d'application sur le terrain qui nous permettent de voir qu'effectivement, le lancement d'alerte des ONG n'était pas vain. Malheureusement, les impacts négatifs que nous avions craints sont déjà en train de se traduire dans la réalité. À ce moment-là, plus personne ne peut fermer les yeux. Au-delà du contenu des accords, ce moment sur le CETA, il y a un peu plus d'1 an, c'était surtout, enfin, une intrusion de la démocratie dans la politique commerciale. Et le plus grave, aujourd'hui, ce serait de considérer que cette innovation démocratique qu'on a connue sur le CETA, ce serait une parenthèse qu'il faudrait aujourd'hui refermer. Ou pire, de considérer que, puisque c'est un accord ici avec des pays en développement, ce serait moins important et qu'il ne faudrait pas activer les mêmes leviers que sur le CETA. Le mandat de négociation du CETA, il a été octroyé par les gouvernements européens et en particulier les gouvernements belges en juin 2009. Alors que le mandat de négociation sur la Colombie et le Pérou a été octroyé en janvier 2009, tous les deux par le ministre des Affaires étrangères Karel de Gucht, le même qui plus tard a lancé les négociations du TTIP. Dans les deux cas, tous les gouvernements en Belgique en 2009 auraient déjà dû influencer et amender les projets de mandat de négociation pour s'assurer que les traités de commerce soient mis au service du plus grand nombre, du développement durable, du travail décent. Ça n'a pas été le cas. Heureusement, des années plus tard, sur le CETA, ils ont fini par nous entendre. Et on sent qu'ils commencent, pour certains, à nous entendre sur l'accord Colombie, Pérou, Équateur. Mieux vaut tard que jamais. Et bien sûr, le CNCD en son sens sera parfaitement disponible pour alimenter ce travail démocratique du mieux qu'on peut.